Bonsoir. Ouvrons par les États-Unis. Les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont été vivement attaqués par leurs rivaux modérés lors d'un débat mardi soir entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Un débat qui a révélé les lignes de fracture idéologique au sein du parti. Au-delà de leurs différences, les démocrates se sont retrouvés pour dénoncer Donald Trump accusé d'être un raciste. Réagissant à ces débats, le Parti républicain a dénoncé sur Twitter une surenchère de propositions radicales et socialistes et prédit une large victoire à Donald Trump dans 15 mois. Les projecteurs se tournent ce soir vers Joe Biden et Kamala Harris lors du deuxième débat donc. Alors, pour évoquer et analyser cette actualité, rendons-nous à Détroit, dans le Michigan, où se trouve Philippe Crotter, journaliste à l'agence Associated Press. Philippe, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Revenons déjà sur le débat d'hier. Quels ont été pour vous ces grands moments? Et y a-t-il un candidat ou des candidats qui ont pu se démarquer du lot? Alors vous l'avez déjà dit, notamment on a vu une division très claire à l'intérieur, une division idéologiquement à l'intérieur du Parti démocrate. D'un côté, le côté plus modéré, de l'autre, le côté progressiste. Une aile un peu plus centriste, une autre aile un peu plus de gauche. Cette aile de gauche, bien sûr, symbolisée par les deux sénateurs que vous avez nommés, Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts. Les deux se sont vus attaqués assez vivement par les autres candidats qui étaient sur scène, donc 8 autres candidats qui étaient beaucoup plus modérés que les deux sénateurs. Il y a eu beaucoup d'attaques, mais ces attaques n'ont pas vraiment fonctionné. Donc s'il y a eu vraiment des gagnants dans ce premier débat ici à Détroit, c'était bien les deux sénateurs de l'aile gauche du Parti démocrate. L'ancien vice-président Joe Biden est en tête de la plupart des sondages en ce moment. Certains le disent même gagnant face à Donald Trump. Peut-il confirmer cette avance ce soir, surtout lorsqu'on sait que lors du premier débat, il y a un mois, il n'avait pas été très incisif? Oui, il a bien souffert la dernière fois, c'était lors des débats à Miami le mois passé où il a été attaqué assez vivement par la sénatrice Kamala Harris de la Californie. Elle l'a attaqué pour ses positions politiques dans le passé sur la ségrégation raciale, un thème très compliqué bien sûr ici aux États-Unis. Et Joe Biden, l'ex-vice-président, ne s'est pas très bien défendu, donc il a déjà annoncé que la version de Joe Biden qu'on verra ce soir ici à Detroit, eh bien ce sera une version moins poli selon les mots de Joe Biden. Alors vous l'avez déjà dit, l'ex-vice-président, il est clairement en tête des sondages avec plus ou moins 35%. C'est une avance assez claire, mais on attend encore 10 autres débats, donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent changer dans cette course à la nomination démocrate. Alors Philippe, le problème s'était déjà posé en 2016 avec les Républicains. Est-ce que ces débats dans leur format actuel donne vraiment l'opportunité aux candidats de s'exprimer et de dévoiler leurs plans, surtout lorsqu'on sait que ceux de ces candidats qui n'auront pas fait bonne impression devront être écartés? Oui, c'est une question assez importante parce que chaque candidat, en fait, quand il y a 10 candidats sur scène pendant chaque débat, chaque candidat n'a qu'une minute à parler chaque fois. C'est assez compliqué de vraiment provoquer peut-être un moment viral ou une vraie confrontation avec un autre candidat sur scène. Mais il y aura moins de candidats dans le futur. Regardons par exemple ces débats ici à Détroit. Il y en a eu 2 parce qu'il y a tellement de candidats qui se sont qualifiés. 10 hier soir, 10 autres candidats ce soir. Ce numéro de candidats va baisser notablement pendant les prochains jours parce qu'il faut avoir un 2% dans les sondages pour se qualifier pour les prochains débats. Merci Philippe Crotter, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence Associated Press. On reste aux États-Unis. Ce mercredi marque la clôture du programme YALI 2019, un séjour culturel, académique et professionnel qui permet aux jeunes leaders africains de venir aux États-Unis pour une période de 6 semaines. Au cours du programme, ils effectuent un échange dans une université américaine, suivi d'une semaine d'ateliers thématiques, de tables rondes et de rencontres avec les leaders américains des secteurs publics, privés et des ONG. Retrouvons tout de suite Dili Diko qui est sur place. Dili, bonsoir. Bonsoir John.
Dili, c'est donc le dernier jour du programme YALI 2019. Comment se déroule cette journée et quelles sont les impressions des participants après ces 6 semaines passées ici aux États-Unis? John, comme vous l'avez dit, le programme touche à sa fin et donc cette dernière journée est placée sous le signe des échanges, des contacts. Et donc ce matin, les 700 participants ont participé à un atelier pour les préparer au retour sur le terrain, aux réalités du terrain, pour voir comment ils peuvent adapter les connaissances qu'ils ont acquises ici. Et donc j'ai à mes côtés Mariam Ba, qui est de la Mauritanie, et aussi Abdoulaye, qui est du Mali, Abdoulaye Bokoum. Et donc, je vais leur poser quelques questions. Mariam, est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi repose votre projet? Merci Dili, merci à Voix de l'Afrique, Voix des Amériques. Voix de l'Amérique. Je suis Mariam Ba de la Mauritanie. Donc, j'ai bénéficié des 6 semaines d'expérience riche ici aux États-Unis dans le cadre du projet YALI africain, pour les jeunes leaders africains. Donc, cette journée, elle a constitué un peu à nous préparer au retour sur le terrain. Certes, on a vécu beaucoup d'expériences ici qui est peut-être américaine, mais qu'on doit adapter aux réalités africaines. Je travaille dans le domaine de l'environnement, notamment de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on est une organisation qui s'appelle la Renewed Climate Movement, de jeunes Mauritaniens qui se sont souciés un peu de leur environnement. Et mon projet tourne autour de la gestion des déchets, mais également de la lutte contre la désertification, parce que le Sahara avance et avance à grande vitesse. Même question pour vous, Abdoulaye. Je suis Dr Abdoulaye Bokoum, je suis médecin. Je suis de nationalité malienne. Je suis né à Djenné dans la région de Mopti au centre où actuellement vous savez qu'il y a des soucis de sécurité. J'ai fait mes études de médecine. Parlez-moi un petit peu de votre projet. Le projet, c'est... Oui, justement, le projet est relatif à celui que je suis. C'est pourquoi je voulais vous faire un peu le passé. Donc, mon projet s'articule dans le domaine de la santé. J'aide les populations de ces régions touchées par les conflits à avoir accès aux soins de santé de qualité, puisque vous savez que dans ces zones, beaucoup de médecins sont partis et la population est livrée à elle-même. Donc mon projet, c'est de rassembler des médecins, des équipements médicaux et des médicaments afin de prendre soin de cette population en termes de santé. Et quelle est la principale compétence que vous allez tirer de cette expérience aux États-Unis pour pouvoir la réutiliser sur le terrain au Mali? La première expérience que j'ai eue ici, d'abord, c'est en termes de contact. J'ai eu beaucoup de personnes qui font la même chose que j'ai fait au Mali. Nous avons échangé, j'ai appris beaucoup de ceci. J'ai aussi appris comment écrire un grant, comment avoir un fonds. C'est ce que je tire le plus de cette expérience de 6 semaines. Donc comment obtenir de l'argent pour votre projet? Comment obtenir de l'argent, d'abord, c'est d'évaluer le problème. Oui, c'est quoi la question? Voilà. Merci beaucoup. Et je vous pose la même question. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous allez retenir de votre séjour ici? Tout d'abord, j'ai appris à mieux me connaître et à connaître aussi mes forces. Et ceci, je compte le partager avec ma communauté parce que connaître son prochain, c'est mieux travailler ensemble. Donc j'espère, grâce à cette riche expérience, implémenter mon projet au retour en Mauritanie. Merci. Merci beaucoup, Maria. Merci, Abdoulaye. Merci à vous, Dili Diko. De Washington à l'Afrique, faisons la connexion avec la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui est en visite officielle au Ghana avec une délégation du Congrès américain. Elle s'est adressée au Parlement ghanéen pour commémorer le 400e anniversaire de l'arrivée des esclaves en Amérique. Plus de détails sur son séjour avec Blanche Sanou. Dans son allocution devant le Parlement ghanéen, Nancy Pelosi a tenu à rendre un vibrant hommage aux victimes de la traite négrière. Précédemment, elle s'est rendue au château de Cape Coast et d'Elmina pour marquer l'anniversaire de la première expédition d'esclaves africains en Amérique.
Notre délégation est profondément émue d'être ici puisque vous savez que cela marque le 400e anniversaire de l'arrivée du premier esclave africain aux États-Unis. Notre délégation a été émue par ce que nous avons vu cette semaine. Au château d'Elmina, nous avons vu les cachots où des milliers de personnes ont été torturées de façon grotesque et ont été expédiées pour être réduites à une vie d'esclave. La présidente de la Chambre des représentants a également salué l'année du retour, une campagne lancée cette année par le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui invite les descendants d'esclaves à revenir chez eux. Plusieurs personnes ont déjà répondu à l'appel, notamment de nombreux Afro-Américains. Nous sommes très heureux d'être ici en cette année du retour. L'année du retour qui nous rappelle les souvenirs des horreurs de cette terrible atrocité qu'est la traite négrière. Quel beau geste de la part de votre président. Les membres du Congrès américain n'ont pas manqué de réaffirmer les liens d'amitié qui existent entre les États-Unis et le Ghana depuis des décennies. La tournée de Nancy Pelosi était axée essentiellement sur des thèmes tels que la sécurité régionale, le développement durable et inclusif et les défis du futur, y compris les changements climatiques. Deuxième cas d'Ebola confirmé à Goma 15 jours après la détection d'un autre cas ayant aussi entraîné le décès de la personne infectée un jour après la confirmation. L'homme de 46 ans, revenu d'une zone minière dans la province voisine de l'Ituri, est décédé mercredi matin dans un centre de traitement à Goma. Dans son quartier, près de Goma, la vaccination a commencé aujourd'hui, mais la crainte des habitants est perceptible. Charlie Kassireka est notre correspondant, son reportage. Le deuxième cas détecté est un habitant du quartier Bugamba, en périphérique de la ville de Goma. Il était parti depuis plusieurs mois à Ituri où il a contracté le virus. De retour au début de ce mois, il a manifesté les premiers signes d'Ebola le 22 juillet. Dans ses postes hospitaliers près de chez lui, l'infirmier a vu le signe et a vite alerté l'équipe de la riposte qui est venue récupérer les malades et l'amener au centre de traitement où l'homme de 46 ans et père de 10 enfants est décédé ce mercredi. Bon, parce qu'il s'est rendu à l'hôpital très tardivement. Donc il a fait plus de 8 jours à la maison. Mon rôle ici, c'est vraiment de dire que dans 3 ou 4 mois, nous allons maîtriser cette épidémie. L'assurance, c'est ce dont les habitants de Goma ont besoin après ce deuxième cas confirmé. Ce matin, le vaccin a été administré et la décontamination du lieu par les équipes de la riposte dans cette entité située à environ 10 km du centre-ville de Goma. Malgré tout, la crainte des habitants est perceptible dans un quartier où l'eau courante est inexistante. D'abord, lorsque le cas a été retrouvé, nous avions eu peur d'abord le matin parce qu'on a vu les véhicules, les policiers derrière les véhicules. Bon, aujourd'hui, nous avons 58 fidèles et donc nous avons seulement un seau, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Ce deuxième cas intervient 15 jours après celui d'un pasteur originaire du Sud Kivu, décédé lui aussi un jour après la confirmation. Suite ce soir de notre série sur les mariages précoces. Selon Plan International, ce phénomène touche plus de 12 millions de filles chaque année. Ces dernières sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Toutes choses qui les privent de leur droit à l'enfance et à l'éducation, non sans limiter leur perspective d'avenir et d'évolution. Les mariages forcés et précoces maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance de génération en génération. Dans les pays en développement, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. À travers le monde, 650 millions de femmes mariées l'ont été pendant leur enfance. Suivons ce soir le cas de Khadija, originaire de Kano au Nigeria. Elle a été mariée à l'âge de 13 ans. Je m'appelle Khadija Isiakou Mohamed. Je viens de la municipalité de Kano, dans l'État de Kano, au Nigeria. J'ai été mariée à 13 ans. Je suis membre de la tribu des Fulani et je viens d'une famille de religieux. Jusqu'à présent, une fille ne peut pas avoir plus de 14 ans et ne pas être mariée dans notre famille. Je peux dire que c'était un mariage arrangé, car à l'époque, je ne pouvais pas différencier l'amour de la haine.
Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Sa famille n'a pas suivi nos coutumes de mariage. Ils ont juste fourni une dot et des cadeaux de mariage. Je n'avais pas encore mes règles quand je me suis mariée. J'ai eu ma première grossesse chez mon mari. J'ai beaucoup souffert pendant l'accouchement parce que j'étais jeune à l'époque. Nous avons eu 3 enfants. Tout d'abord, je dois remercier mon Dieu. Après mon divorce, j'ai eu beaucoup de succès. Au début, je me suis demandé comment retourner à l'école, même si tous les membres de ma famille s'y sont opposés. Ils voulaient que je me remarie. Ensuite, j'ai vendu tous mes biens pour payer mes études. J'ai étudié la communication de masse parce que j'aime beaucoup le journalisme. Et on passe au sport et on accueille à présent Yacouba Ouedraogo pour un résumé de l'actualité sportive. Yacouba, on commence par ce feuilleton de la finale de la Ligue africaine des champions. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, un nouvel épisode vient de s'écrire dans l'affaire de la finale en Ligue africaine des champions. Mais l'épilogue semble encore loin. Le tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la CAF de faire rejouer la finale retour entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Le tribunal a conclu que le comité exécutif de la CAF n'était pas compétent pour prendre la décision de faire rejouer le match. Il a ajouté qu'il appartient désormais aux organes compétents de la CAF d'examiner les incidents survenus lors de la finale polémique et de décider si le match retour doit être rejoué ou non. Cependant, l'instance arbitrale ne s'est pas prononcée sur l'identité du lauréat. Le club tunisien avait été sacré champion d'Afrique dans la confusion après que son adversaire marocain a quitté la pelouse pendant le match retour de la finale suite à un litige sur un but refusé par l'arbitre alors que la VAR était en panne. Loin de la polémique, Sadio Mané a été nominé par la FIFA pour le trophée du meilleur joueur. Sans surprise donc, l'ailier du Sénégal et de Liverpool fait partie de la liste des 10 footballeurs qui se sont brillamment illustrés durant cette année 2019, vainqueur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur du championnat anglais, vice-champion de la Premier League et de la CAN. Sadio Mané a vécu la meilleure saison de sa carrière. Le numéro 10 des Lions de la Teranga a été auteur de 26 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Reds et de 4 buts et 1 passe décisive en 11 matchs avec le Sénégal. Moins en vue cette saison, l'Égyptien Mohamed Salah figure également sur cette liste. Chez les entraîneurs, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, vainqueur de la CAN 2019, a été nominé pour le trophée du meilleur entraîneur d'équipe masculine en compagnie de 9 autres collègues. La cérémonie, de récompense aura lieu le 23 septembre prochain à Milan. Voilà pour les sports, on se retrouve demain. L'autonomisation des communautés est l'une des stratégies de réduction de la pauvreté. C'est ce qui est expérimenté dans une localité du sud du Togo où la vannerie permet à la population de mieux vivre et de faire des projets d'avenir. Notre correspondante, Kaïla Osson, s'est rendue dans un canton de Vaughan. Voici son reportage. Nous sommes à Vaughan ou Gadomé, à environ 80 km au nord-est de Lomé. Dans une grande cour, une dizaine de vanniers sont à l'œuvre. L'osier, qui est considéré aujourd'hui comme de l'or dans la localité, n'était que de l'herbe nuisible il y a encore moins d'1 an. Ce matériau prisé dans la vannerie fait le bonheur de tout un village depuis que la société Ten by Tree a ouvert les yeux de cette population sur son potentiel. Ten by Tree nous a montré comment on peut fabriquer des sacs et paniers avec de l'osier. Cette herbe, nous l'avions toujours considérée comme nuisible. Nous ne savions pas qu'elle a une si grande valeur. Avant, nous utilisions des herbicides contre l'osier, mais aujourd'hui, c'est notre allié contre la pauvreté. Avec l'osier, les artisans produisent des sacs et paniers qui sont achetés par la société Ten by Tree. Celle-ci les achemine ensuite vers les États-Unis. Ten by Tree a ramené des formateurs du Ghana pour les former premièrement et leur a garanti des marchés. C'est-à-dire, si tu fais, par exemple, 10 paniers par mois, Ten by Tree rachète tous les paniers. L'impact économique est vraiment palpable. Les gains tirés de la vente de ces paniers vous rendent autonome après 3 ans. En quelque sorte, on vous sort de la pauvreté. À
Vaughan-Ougadome. La vannerie est devenue une activité premium et un canal pour sortir de la pauvreté et envisager un meilleur avenir. Cela fait environ 6 mois que nous avons commencé à travailler avec 10x3 et nos conditions de vie se sont nettement améliorées, loin de la misère que nous avons connue. Avec l'épargne, j'envisage de devenir une grande commerçante. La vannerie ne profite pas qu'aux artisans. Toute la communauté de Vaughan-Ougadome en bénéficie, surtout les élèves. 10x3 vient d'ériger un bâtiment de 3 salles de classe dans l'école primaire de la localité et d'équiper le collège en table-banc. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.